démarrage? Non, on ne voit rien, Pascal. Pourtant, si, ça y est, on le voit. Ah oui, on voit la ça bulle. y est, c'est arrivé. C'est bon. Ok. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc Pascal Audou, chargée de mission à l'UNEA, et je suis en particulier en charge de l'animation du réseau sur les régions Hauts-de-France et Normandie. Donc, je vois qu'on a encore beaucoup d'arrivants. Bienvenue. Donc, on a un Zoom un peu exceptionnel aujourd'hui pour vous présenter une action qui a été menée sur les régions Hauts-de-France et Normandie, sur la thématique des conditions de travail et en particulier sur un regard sur la façon dont les entreprises adaptées ont traversé la période Covid, donc la période de pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette période de pandémie et en quoi cette période un peu particulière a impacté les organisations et le dialogue, notamment le dialogue social dans les entreprises adaptées. Donc, nous avons prévu une intervention à plusieurs voix. Je vais faire un rapide tour de table des intervenantes en donnant d'abord la parole à Marilène Copy. Oui, bonjour, Marilène Copy, chargée de mission à l'ARAC des Hauts-de-France, donc l'ARAC, l'Agence régionale des conditions de travail. Voilà, bonjour. Et donc Marilène interviendra de concert avec Assia Milan. Assia, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, enchantée, Assia Milan. Moi, je suis une des deux consultantes qui a accompagné les structures dans ce projet. Moi, je suis basée en Normandie. Voilà, je dirige le cabinet Seedwork, Conseil Innovation, qui accompagne à la prise en compte du facteur humain dans les organisations. Et donc, la troisième voix sera celle d'Agnès Lebotte. Je te laisse te présenter. Ah, ton micro est coupé. C'est vrai qu'il faut penser à ce réflexe. Bonjour à toutes et à tous. Agnès Lebotte, donc je suis du Nord, hein, je suis de Lille. Donc je suis intervenue sur le champ des entreprises adaptées des Hauts-de-France dans le cadre de ce projet. Et je suis consultante formatrice en relations sociales et en particulier avec une spécialité sur le dialogue social, dialogue professionnel et la qualité de vie et des conditions de travail. Voilà. Merci Agnès. Alors, quelques mots sur le contexte du projet que nous allons vous présenter. Ce projet a été mis en place dans le cadre du FACT, c'est le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, qui est en fait un fonds porté par l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est un peu la tête de réseau des ARACT, on va dire, Marilène, je peux l'indiquer comme ça, oui. Oui, tout à fait, bien que maintenant, nous sommes une agence, depuis le 1er janvier, nous ne sommes plus qu'un. Nous avons fusionné les ARACT et l'ANACT. Donc, l'ANACT porte ce fonds dans le cadre duquel elle lance régulièrement, tous les ans, des appels à projets. Pascal, tu n'as plus de son? On t'entend plus? Ouais, on ne t'entend plus, Pascal. Elle va revenir. Tu as coupé ton son. Je reviens. Donc, la voilà. Donc, j'expliquais que dans le cadre du FACT, des appels à projets étaient lancés régulièrement, dont un qui a été lancé sur la thématique de l'accompagnement de la reprise d'activité dans un contexte de pandémie en intégrant les enjeux des conditions de travail. Donc, on a été fortement intéressés sur le territoire des Hauts-de-France et de la Normandie, et notamment parce que nous avions entamé un travail au moment de la pandémie pour accompagner les entreprises adaptées sur la rédaction à l'époque des plans de continuité ou de reprise d'activité dans un contexte de pandémie. Ces fameux plans, à l'époque, étaient très peu connus. C'est vrai que c'est la première fois qu'on traversait une situation telle que celle qu'on a vécue. Et on a eu besoin rapidement d'un appui. Et merci aux ARAC d'avoir été au rendez-vous. On a eu rapidement besoin d'un appui pour réfléchir ensemble à comment rédiger, comment construire les mesures qui allaient être mises en place dans les entreprises pour maintenir l'activité ou pour reprendre l'activité lorsque l'activité avait dû être stoppée assez brutalement dans les entreprises adaptées.
Et donc, suite à un premier travail dans lequel on avait associé dirigeants d'entreprises adaptées et aussi représentants de salariés et encadrants de proximité la plupart du temps, on a vu qu'il serait intéressant d'aller plus loin et d'avoir un peu un travail de retour aussi d'expérience sur ce qui s'était passé pendant cette période et sur les impacts à plus long terme que ça a pu avoir. Impact positif ou impact négatif, on le verra tout à l'heure avec l'intervention des 3 intervenantes. Donc, les objectifs affichés du projet qu'on a porté sont les suivants. Donc, on avait un objectif d'accompagner 10 entreprises adaptées sur la thématique donc, de la sécurisation de la reprise d'activité en tenant compte des problématiques de conditions de travail et des risques de prévention des risques professionnels. L'objectif, c'était aussi d'aider les entreprises adaptées à concevoir des outils et des éléments de méthode sur ces mêmes enjeux de reprise d'activité, d'outiller les acteurs du dialogue social. Donc, systématiquement, dans les démarches mises en place avec l'ARACT, on associe les représentants des salariés. C'est une particularité quand même de ces démarches d'accompagnement, c'est qu'on a toujours un fonctionnement paritaire associant les représentants de salariés et les employeurs. Et donc, un objectif important de la démarche a été d'écouter ce qui s'était passé pendant la période de pandémie. Donc, c'est un gros travail de retour d'expérience sur vraiment la façon dont les uns et les autres ont vécu cette situation et la façon dont l'organisation tout entière de l'entreprise a été impactée. Pour mener ce travail, on a donc fait appel à deux prestataires, donc 2 consultantes qui se sont présentés, Asia et Agnès, sur les 2 régions Hauts-de-France et Normandie. Et puis, on a bénéficié d'un appui des 2 ARACT, Hauts-de-France et Normandie, sur la partie capitalisation. Donc, vous le verrez à la fin, on a écrit un livret dans lequel on délivre, on explique un peu ce que nous, on a pu retenir des expériences qui ont été analysées dans chaque entreprise adaptée accompagnée. Donc, au final, on a eu 6 entreprises adaptées, accompagnées sur les 2 régions, 4 en Hauts-de-France et 2 en Normandie. On a eu quelques difficultés de mobilisation, et notamment parce qu'on était encore dans un contexte de pandémie, avec beaucoup de problématiques internes à gérer dans les entreprises. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait une grosse problématique de temps à consacrer à ce type de démarche. Donc, on a eu un gros travail de mobilisation, mais malheureusement, on n'a pas atteint l'objectif des 10 entreprises adaptées. Ceci dit, on a eu la chance de pouvoir accompagner des entreprises adaptées de toute taille. Donc, on a eu vraiment des petites, très petites. Il y en a une qu'on a accompagnée, donc particulièrement Asia, sur la thématique de la mise en place du télétravail, qui est une TPE en Normandie. Et on est allé jusqu'à une entreprise adaptée qui appartient à un plus gros groupe qui a jusqu'à 350 salariés. Donc, c'était intéressant aussi de voir un peu les différences entre les tailles de structures. On a pu aussi avoir des entreprises adaptées de tout statut juridique, y compris une dans le secteur public, qui est plutôt rare dans le réseau, mais ça existe. Et puis aussi une diversité des activités. Donc, on a vraiment pu toucher différentes activités et du coup, les problématiques étaient différentes puisque le télétravail, autant a pu être appliqué sur certaines activités administratives, autant il n'est pas applicable dans d'autres secteurs de type espace vert. Donc, le retour d'expérience s'est fait autour de 4 axes, le dialogue social et les relations professionnelles, le management, la politique RH et les démarches de prévention des risques professionnels. C'était un peu les différentes thématiques qui ont été abordées dans les entreprises, avec parfois des zooms sur l'une ou l'autre en fonction des problématiques propres à chaque entreprise adaptée, et avec un questionnement de avant la pandémie, comment ça se passait, pendant la pandémie, comment ça s'est passé, et demain, si c'était à refaire, comment on referait. Et donc, on a abouti à la production d'un petit document qui retrace dans les grandes lignes 5 enseignements ou 5 éléments majeurs que nous, on a retenus dans la partie capitalisation. Ces 5 points vont être présentés par Marilène et aussi étayés par Asia et Agnès à travers des exemples qu'elles ont rencontrés dans les entreprises adaptées accompagnées. Du coup, Agnès, je te passe la parole pour démarrer cette présentation.
N'oublie pas de réactiver ton micro. Euh, Parfait. c'est Ma- c'est à Marilène moi de démarrer, Pascal, ou c'est plutôt à Marilène? Marilène, c'est Marilène. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que tout le monde voit bien apparaître le support? Parce que je vois qu'il y a une question. Non, c'est pas le cas. Je pense qu'il faut peut-être aller sur affichage et mettre focalisation sur le contenu. Puisque Donc, il y en a qui nous- le voient, Ouais. qu'il est bien partagé en tout cas. Ouais. Oui, il est bien partagé, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, c'est bon, ça marche comme ça? Ouais, ça a l'air d'être bon. Fonction ça pas reste tout le monde accessible. Marilène, autant pour moi, Ok. c'était à toi le. D'accord, oui, ok. Donc, c'est vrai que les enseignements qu'on a tirés de cette expérimentation sont de 5 ordres. Et le document qu'on a construit, le document de capitalisation, renvoie vraiment à ces modalités avec des illustrations fortes. Et on a voulu commencer dans ce document sur un enseignement qui, pour vous, est sans doute naturel, on va dire, hein, je le dis vraiment comme ça. C'est finalement la question du care. Durant cette période pandémique, finalement, le care, qui est un peu le cœur de métier, qui est un élément fort dans votre milieu de l'entreprise adaptée, le prendre soin, c'est quand même un savoir-faire spécifique des entreprises adaptées, mais qui a été d'une utilité remarquable et qui a fait défaut dans l'entreprise dite classique, on peut plus dire ordinaire, mais l'entreprise dite classique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à noter parce que on craignait, les entreprises adaptées craignaient pour la santé mentale et physique des salariés dans les structures. Et ce savoir-faire, hein, qui est vraiment une valeur forte du milieu de l'entreprise adaptée, a été un support, hein, un filet, hein, un filet fort pour éviter des décrochages et pour soutenir les personnes durant cette période. Et là, l'entreprise classique aurait beaucoup à apprendre. Et je pense que c'est bien que nos deux collègues, Assia et Agnès, aillent un peu plus loin sur des illustrations sur ces points-là. Assia, ton micro est coupé. Oui, je peux peut-être éventuellement commencer, Assia, tu prendras le relais. Juste quelques illustrations, effectivement, de ce que vient d'avancer Marilène sur cette attention particulière qui a été celle des EA. En matière de lien social et d'attention vis-à-vis de la santé psychique et mentale. On l'a retrouvé, cette attention, tout au long, tout au fil de l'eau, notamment toute la période Covid, qui s'est quand même étalée sur plusieurs mois. Un exemple, c'est l'entreprise adaptée du Sextant, hein, qui a fait part qu'elle avait mis en place, par le biais y compris du recours à des messageries privées, hein, aux messageries privées, un dispositif de réactivité pour être en lien avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Hein. Ça a été aussi une attention particulière dans la reprise d'activité, dans les périodes de déconfinement, consacrée à la formation, à l'appropriation des gestes barrières, hein, par les collaborateurs et le fait d'avoir un accompagnement renforcé sur cet aspect, puisque les choses ne se font pas mécaniquement, hein, comme vous le savez, et qu'il y a besoin d'un appui particulier et d'un accompagnement particulier des personnes, hein, et des personnes RQTH dans les entreprises. Voilà, donc ça, on le retrouve sur l'ensemble des entreprises adaptées, hein, qu'on a pu accompagner. Assia, je pense aussi que tu peux compléter. Pour compléter, effectivement, sur le territoire normand, deux entreprises très, très différentes en termes de taille, en termes d'activité. Et l'entreprise qu'évoquait Pascal juste avant, une très petite structure, très petite entreprise, une dizaine de collaborateurs. Du coup, ça a été de la réalisation de l'ensemble de l'activité quasi en télétravail, ce qui a signifié aussi une vraie... Enfin, moi, j'ai pu
détecter et puis valoriser une vraie préoccupation sur l'impact du fait d'être isolé, en fait, parce que pour certains, ça a été très apprécié. Pour d'autres, il y avait un sentiment vraiment d'isolement, de pouvoir réorganiser des moments pour pouvoir revenir au bureau et ne pas être complètement coupé du collectif, des contacts très réguliers. Et également au niveau de l'autre entreprise qui était basée sur Caen, d'AFB, certains sur le terrain avaient une charge de travail beaucoup plus accrue et d'autres étaient en situation soit de chômage partiel ou de télétravail. Et pour les personnes qui n'étaient pas sur le terrain, il y avait une vraie problématique autour de l'isolement également. Donc il y a eu des formations qui ont été mises en place et des contacts également très réguliers. Et sur le terrain, vraiment un dialogue renforcé aussi pour arriver à faire face à ces difficultés perçues. En tout cas, et tout au long, comme le disait Agnès, avec les vagues successives. D'ailleurs, pour beaucoup, c'est pas encore fini complètement. Avec les vagues successives, il y a eu vraiment des adaptations, ajustements tout au long. Et ça faisait vraiment partie de la sensibilité, de l'ADN des structures. Si ça peut compléter sur 2 exemples, formation, prise en compte aussi de la pénibilité, de la fatigue physique, de se rester et comment s'adapter, s'ajuster aux risques spécifiques qui vont être liés à une forte pratique du télétravail, qui est restée exceptionnelle dans la période. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces 2 exemples très concrets sur la pratique du télétravail. Cet axe-là était important aussi pour nous, UNEA, pour pouvoir valoriser la plus-value du modèle d'entreprise adaptée par rapport aux entreprises dites classiques. Et d'ailleurs, l'ANACT était beaucoup en attente d'avoir un peu une analyse sur ce qui a pu différencier l'organisation EA par rapport aux autres entreprises que Marilène d'ailleurs a pu rencontrer aussi dans la même période. Et juste un point complémentaire là-dessus, je pense que la taille de l'entreprise fait beaucoup aussi, parce que sur une des 2 structures, notamment, il y avait une responsable de la prévention, parce que c'est une structure qui est sur il y a plusieurs sites, voilà, à peu près plus une centaine, plus de 150 collaborateurs, dont 40 sur le site accompagné. Mais du coup, il y a des ressources aussi transverses qui appartenaient à l'entreprise qui pouvaient être en appui, alors qu'une structure de 10, en fait, c'est le dirigeant, la dirigeante directement qui sont en lien avec les équipes. Donc la façon, le CARE peut prendre aussi plusieurs formes de profils d'appui. Donc quelle que soit la taille, ça a été présent à différents niveaux. Voilà, par des leviers différents, le CARE, dans tous les cas, a été quelque chose de mis en œuvre, quelle que soit la taille des entreprises. Et puis, je pense qu'il y a aussi un deuxième aspect qu'on peut peut-être mettre en avant, qui est spécifique justement à ce que savent faire des entreprises adaptées, hein, presque naturellement, c'est d'avoir une conception suffisamment extensive, j'ai un peu envie de dire, de ce qu'est la santé psychique et mentale et des conséquences des bouleversements qui peuvent avoir lieu dans l'entreprise, soit au plan économique, organisationnel, qui font que la santé psychique et mentale peut être à un moment donné impactée. Exemple de cela, a aussi été mis en œuvre un appui dans un contexte qui pouvait être anxiogène, hein, de la part des ressentis, hein, de la part des collaborateurs, des salariés. Il y avait à la fois la crainte du virus, mais on a aussi pris en compte en termes d'appui et puis d'écoute sur le fait qu'il y avait une crainte de la part des collaborateurs de la perte de clientèle, puisqu'il y avait des fermetures. On a perdu des clients. Comment on allait retrouver ces clients? Est-ce que ça allait être possible de les retrouver? Voilà, il y a eu vraiment cette conception de la santé psychique et morale et mentale qui est une caractéristique des EA et une facilité de prise en compte de par leur expérience sur cet aspect. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Agnès, et ce sera le point, je pense, qui suit, que Marilène évoquera sur la capacité d'adaptation. Mais selon les structures et l'activité, pour certains, c'était des pertes de clients, pour d'autres, ça a été de la surcharge de travail. Et clairement, sur les structures normandes, la crise Covid a généré un surplus d'activité. Donc, il a fallu faire face à ce surplus d'activité
des fois avec moins de ressources pour des personnes qui étaient spécifiquement exposées en lien avec des contraintes de santé. Donc, voilà, c'est comment combiner aussi avec une sous-charge ou une surcharge de travail, et les deux peuvent être impactants au niveau de la santé au travail. Il n'y a pas un qui soit, entre guillemets, pire que l'autre. C'est deux problématiques vraiment dont il faut tenir compte, et comment accompagner sur ces problématiques sous-charge, surcharge, dans le cadre aussi de particularités sur la santé psychique au travail. Du coup, tu fais le lien vers le point numéro 2. C'est ça, c'était pas prévu. Tu peux reprendre la parole. Avec ton micro allumé, Oui, je le cherchais. Oui, c'est vrai, le deuxième grand point, c'est la capacité d'adaptation des EA. Et finalement, on pourrait dire que tant le care que la capacité d'adaptation, ce sont vraiment deux éléments de l'ADN de l'entreprise adaptée. Et ça, c'est central parce que finalement, ça a permis, alors il y a aussi la taille, comme le disaient les collègues, mais ça a permis finalement d'être fluide. La capacité d'adaptation, c'est aussi ne pas avoir créé d'irréversibilité et pouvoir faire des allers-retours et innover en allant. Et sans doute qu'on peut y retrouver, alors, puisqu'on dit que c'est pour nous qui intervenons beaucoup dans l'entreprise dite classique, c'est important qu'on vous renvoie ce qui se passe selon nous dans votre entreprise adaptée. C'est pour ça, comme vous êtes dedans, vous ne le voyez pas, mais nous, on le voit. Finalement, une impression que le terme à la mode, qui revient à toutes les sauces, mais on va l'utiliser là aussi, c'est la question de la résilience. Finalement, l'entreprise adaptée par rapport au monde économique et à ces chocs un peu exogènes qui sont arrivés avec la pandémie, ça a permis, cet ADN permet la résilience et l'adaptation au marché, rechercher des marchés de niche, mais l'adaptation au marché, mais aussi ça passe aussi par la réactivité et la capacité d'adaptation de l'organisation, et puis du management. Et là, je pense que les exemples, quelques exemples des collègues seraient bienvenus là aussi. Tu veux démarrer, Agnès, à toi l'honneur, Asia, vas-y. Alors, sur l'aspect justement économique, capacité d'adaptation, je vais commencer un petit peu à en parler dans la mesure où il y a deux effets importants sur notamment B2L, qui est une activité notamment de retranscription, rédaction. Concrètement, ils participent par exemple au CSE des grandes entreprises pour faire toute la retranscription de tout ce qui s'y dit, faire les rapports, etc. Dans la période Covid, il y a eu beaucoup plus de CSE que d'habitude parce que toutes les entreprises ont dû s'adapter, évoluer. Donc en fait, finalement, le volume de travail et la charge de travail a augmenté. Il y avait plus de réunions CSE, plus de retranscriptions. Il y a eu un impact sur l'effectif aussi, avec des renforts, des recrutements. Ce qui a été aussi problématique, on peut faire le lien avec le CARE, c'est pour des personnes qui, en situation de travail, pouvaient souffrir d'un isolement avec des craintes. Finalement, il y a eu quelques craintes pour certains générées. Le fait qu'il y ait eu des recrutements dans la période sans se voir, sans se connaître, ça a fait que l'entreprise continue à croître pendant la période Covid, avec finalement une difficulté à reconstituer le collectif. Et pour certains salariés, ça a pu être assez sensible à gérer. Voilà, donc cette partie renfort avec la mise en place des CDD tremplin aussi qu'il y a eu pendant la période. Donc c'était plutôt une phase de croissance pour s'adapter à l'augmentation de l'activité. Et sur l'autre structure, qui est en fait une activité de recyclage d'ordinateurs fixes et portables et tout ce qui est outils numériques pour revendre par la suite, la période qui dit crise Covid dit télétravail renforcé, et qu'ils ont eu tout le volet professionnel avec une boutique et vente d'ordinateurs portables qui ont fortement augmenté dans la période. Donc, ce qui a généré aussi un surcroît d'activité, mais pas que, parce qu'il y avait aussi d'autres clients importants qui ont fait que dans la période, il y a eu aussi un surcroît d'activité. Donc là, la différence, c'est que l'adaptation s'est faite, mais avec véritablement ce qui a pu être exprimé, c'est dans la période beaucoup de fatigabilité liée au fait que les ressources étaient moindres sur site pour réaliser l'activité. Parce que pour le coup, là, on était sur une activité qui n'était absolument pas télétravaillable, ou très peu à la marge sur mais le cœur de l'activité ne l'était pas, et toute l'équipe ne pouvait pas être présente pour des raisons de santé. Donc, on voit deux capacités d'adaptation où les structures, finalement,
déjà été en contexte, on va dire, de croissance. La crise Covid a un effet de renforcement d'activité, de surcharge, et avec réellement une capacité d'adaptation pour faire face à cette croissance de charge de travail. Je ne sais pas si ça apporte, n'hésitez pas si vous avez des questionnements là-dessus. Voilà. Et ça fait vraiment le lien, parce qu'il y a beaucoup de points de vigilance à avoir sur le care aussi, pour le coup, parce que sur l'effet fatigabilité et isolement, et comment on accompagne les équipes face à cette charge de travail. Et juste un dernier point, vous m'arrêtez, mais c'est aussi que la façon de faire le travail change. C'est-à-dire finalement, on ne travaille pas en plus exactement comme avant, parce qu'il y a toutes les contraintes Covid. Il y a aussi beaucoup moins de collectifs sur place, parce que sur les temps de repas, bah, voilà, tout le monde est éloigné, on échange moins. Voilà, donc il y a aussi, il faut se dire que le travail se fait en plus différemment, notamment sur l'entreprise qui faisait toutes les retranscriptions. Ils assistaient à distance, alors qu'avant, c'était beaucoup en présentiel. Donc ça amène aussi à l'utilisation d'autres outils, d'autres façons de faire le travail. À accompagner aussi. Voilà. Je ne sais pas si Agnès, tu as d'autres exemples. Oui, peut-être d'autres exemples qui ont plus concerné les Hauts-de-France et les entreprises adaptées, accompagnées en Hauts-de-France, qui étaient pour l'essentiel des entreprises qui faisaient déjà de la pluriactivité. Donc, question qui est posée, est-ce que, y compris le fait d'être sur cette pluriactivité aide aussi à la prise en main, à la mise en œuvre de cette capacité d'adaptation. On la retrouve là aussi, quelle que soit la taille de l'entreprise, sous des formes diverses, évidemment. Cette capacité d'adaptation, et notamment au plan économique, elle ne va pas s'exprimer, se mettre en œuvre de même manière quand on est dans une entreprise de 350 salariés, comme au Sextant, par exemple, à Lille, et puis à l'atelier de Montmorency, qui est une entreprise vraiment de taille modeste, qui va y compris être sur d'autres leviers par rapport à ça. Donc, à l'entreprise du Sextant, je ne sais pas s'ils sont présents, ils s'étaient inscrits, s'ils sont présents, je les salue. Ils ont développé une activité de production de masques jetables. C'est-à-dire qu'il a fallu, à l'aune de la crise Covid et de ses impacts, lancer, organiser l'activité au plan économique, au plan managérial, au plan de l'organisation et du suivi, notamment en matière de prévention des risques. Voilà, capacité d'adaptation qui s'est exprimée par ce biais et qui a permis, y compris à l'entreprise, de se maintenir et même se développer au plan économique. Autre expression, une petite entreprise adaptée, celle du Vimeux, là aussi de petite taille, pluriactivité. Ils ont développé une activité d'écoute, une plateforme téléphonique, écoute et accompagnement et orientation auprès des personnes handicapées. Ils ont mis en place cette activité à partir du mois de juin. Donc là, une capacité, j'ai un peu envie de dire, à se retourner, comme on dirait dans le Nord, et à mettre en œuvre une activité qui à la fois donne de l'air à l'entreprise et puis permet de maintenir et de développer l'activité économique et aux collaborateurs de trouver leur sens et leur utilité au travail. Et puis peut-être dernier exemple, l'entreprise adaptée du Montmorency, là aussi des petites tailles, donc activité entre guillemets modeste, ils m'en voudront pas du qualificatif. Là, c'est par exemple l'adaptation de l'atelier couture à la fabrication de masques en tissu. Voilà. Donc, ça s'est organisé, y compris au dire des responsables, encadrants et collaborateurs presque naturellement, avec une capacité à s'adapter par rapport à ça et à faire les choses dans un bon état d'esprit, j'ai un peu envie de dire. Avec y compris une petite particularité qui est peut-être celle aussi des EA au regard des structures, de ce qu'elles sont, de leur histoire, de leur rattachement ou pas
parfois, on le sait, et c'était le cas notamment en Hauts-de-France, de leur rattachement à des structures type ESAT qui ont fait l'histoire, hein, de la construction des structures. Le fait qu'elles soient adossées ou pas à un ESAT, hein, a aussi eu son importance de ce point de vue. Cette adaptation, elle est aussi peut-être due à un ancrage local de l'EA, en lien notamment avec ces structures ESAT, qui permet aussi une adaptation, me semble-t-il, assez rapide de trouver les modalités. Là, c'était par exemple de trouver une mercerie qui a pu faire en sorte que l'activité couture et production de masques en tissu puisse se réaliser. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a un point là qu'on a aussi de la part des EA et de ce qu'elles sont, c'est autour de cet ancrage local, voilà, qui est un terrain de réflexion par rapport à ça. Merci Agnès pour ces illustrations. Mm. S'il n'y a pas de questions sur ce point, je propose de continuer puisque le temps file. Ok. Le troisième axe pour nous qui est un enseignement fort, c'est le rôle majeur joué par le management intermédiaire dans les entreprises adaptées. Alors, d'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est quelle que soit l'entreprise classique ou pas, ou l'entreprise adaptée, le management a joué un rôle central. Sans doute, il faut mettre en lien au détriment aussi de la place du CSE. Ça, c'est quand même une constante qu'on observe que ce soit en entreprise adaptée ou en entreprise classique. Par contre, là, ce qui là aussi a été une plus-value par rapport à l'entreprise classique, c'est cette double, voire triple mission du management, à la fois un management, un encadrement économique, hein, c'est-à-dire pour réguler, répartir, allouer, réorienter l'activité, mais aussi le management social, hein, qui a été porteur du CARE, hein, qui a permis de tenir le lien constant avec les équipes. Et puis même, peut-être qu'on ne l'a pas assez formulé dans le document de capitalisation qu'on a fait. Finalement, cette adaptation possible de l'activité et des hommes et des femmes dans les structures nécessite aussi un rôle de tuteur, de formateur de l'encadrement. Donc finalement, il y a un triple rôle du manager durant cette période qui a été central. On a beaucoup vu dans l'entreprise dite classique des managers qui n'ont pas du tout su gérer à distance. Voilà. Et qui ont laissé les salariés finalement s'organiser tout seuls pour maintenir un lien social en construisant leur propre groupe WhatsApp, hein, parce que ça a été quand même la révélation du moment, à l'usage de WhatsApp durant la période. Et ils se sont soutenus mutuellement, mais bien souvent, je dis comme ça, bien souvent en dehors d'un appui managérial. Or là, le manager était très, très présent. Et c'est peut-être une occasion, cette période de pandémie, de réaffirmer et de revaloriser ce rôle, cette mission du management intermédiaire dans ces structures. Et c'est peut-être une occasion aussi pour le futur de capitaliser là-dessus. Hein. Peut-être que là, il y a eu quelques années où il a fallu mettre en avant la dimension économique, hein, de l'entreprise adaptée, mais on minore le support, le socle. Sans cette capacité de management social et puis aussi, moi je le dis, de tutorat et de formation, ça ne se serait pas passé comme ça durant la pandémie. Mais je pense que c'est pas mal que les collègues illustrent. Je veux bien, peut-être, parce que je voudrais rebondir sur l'idée de Marilène, si je réagis tout de suite, Agnès, ça te va? Oui, je pense que c'est très, très important ce que vient de dire Marilène. Moi, je l'ai vraiment vécu sur un des accompagnements où on a travaillé justement sur des situations concrètes de travail. Une situation problématique concrète de travail, c'était l'intégration justement d'un nouveau collaborateur et comment organiser les choses entre le rôle du manager, le rôle peut-être d'un tuteur, collaborateur expert et le salarié qui rejoint la structure. Et on voit vraiment que la casquette des managers a été multiple, à la fois sur toute l'attention portée au care. Quelque part, moi, j'ai envie d'amener le point de vigilance aussi. Prenons soin des managers, parce que j'ai trouvé que justement,
on évoque beaucoup la question des conditions de travail, voilà, des membres d'équipe. Et moi, j'étais aussi dans les accompagnements alertée sur les conditions de travail des managers qui, justement, se sont beaucoup impliqués pour mener de front toutes ces missions. Et voilà, d'être vigilant aussi à la fatigabilité, à l'usure et du prendre soin également des managers dans la période. Je sais que le management, ça a été clairement un des axes de travail d'une des deux structures normandes. À la fois, dans la phase Covid, ça a été remonté qu'il y a le lien été renforcé dans toute la période de crise, avec beaucoup plus de communication ascendante et un lien aussi avec la direction qui a été beaucoup plus direct. En fait, finalement, ça a contribué à rapprocher et en même temps, des tensions fortes entre les enjeux de productivité et les enjeux d'accompagnement. Plus quand il y a une phase de croissance et qu'il faut intégrer beaucoup de collaborateurs, ces charges un peu d'accompagnement, tutorat sont très fortes aussi. Et pour le coup, ça peut aussi exposer les collaborateurs, managers, voilà, aussi à des difficultés. Donc ça a été un point d'alerte. D'ailleurs, sur un des deux accompagnements, toute l'équipe un peu managériale du site a énormément changé. Donc l'accompagnement avait été suspendu quasiment pendant plusieurs mois, a repris ensuite avec une nouvelle équipe managériale et qui là, vraiment, aujourd'hui, leur axe de travail, c'est comment consolider, accompagner et le management de proximité. Donc vraiment l'importance d'avoir une forte présence managériale terrain auprès des équipes dans les ateliers et tout en également ayant ce regard d'appui coordination managériale plus transversale. Donc on voit vraiment des axes de travail très management, redessiner les contours du management, mais avec un travail participatif, y compris avec les équipes de terrain. Donc voilà, c'est un petit focus sur la dimension managériale qui me semblait très important et de ne pas oublier aussi les conditions de réalisation de travail des managers. Voilà, avec des impacts remontés parfois sur la réforme sur les CDD tremplin, qui n'est pas liée au Covid, mais qui, disons, amène aussi à une charge d'intégration, accompagnement récurrente. Voilà, et qui est la question du sens aussi, de finalement, voilà, du sens de réaccueillir très régulièrement de nouveaux collaborateurs, à la fois la question de la charge et du sens à construire également auprès des managers. Et je m'arrête là. Oui, moi aussi, je vais insister aussi dans ce sens autour du rôle un peu stratégique et majeur du management et du management de proximité dans ces entreprises adaptées qu'on a aussi vu dans les entreprises des Hauts-de-France, avec deux points sur lesquels moi aussi je réinsiste. Le fait que la charge de travail a été particulièrement forte et accentuée dans la période, avec des tensions qui ont pu être très fortes et qui ont beaucoup reposé sur les épaules, notamment de ce management, de proximité. Et puis le deuxième point qui doit, je crois, effectivement interroger les entreprises adaptées, c'est que cette capacité d'adaptation et donc ces compétences, ces compétences qui sont des compétences de management, sont un peu minorées, comme le disait Marilène. Donc, il y a besoin aussi de conforter cet aspect jusqu'à peut-être des modalités de reconnaissance qui permettent de sortir et de mettre en lumière cette capacité et ces compétences de management propres qui sont déployées dans les entreprises adaptées. Alors, une ou deux exemples par rapport à ça. Il y a un rôle de régulation qui a été mis en œuvre, à la fois sur l'organisation du travail, l'accompagnement social, et en articulant ces deux aspects qui permettent d'avoir un management pleinement adapté, j'ai un peu envie de dire, à vos entreprises adaptées sur le volet à la fois technique et social. Les collaborateurs et ouvriers de chez Epsom's qui travaillent dans l'espace vert faisaient part à quel point ils avaient apprécié la présence des encadrants et leur accompagnement pendant toute la période et des soubresauts qui a été celle de la période Covid. A été évoqué aussi dans le cadre de cette entreprise un point peut-être particulier qui me semble assez illustratif, c'est le point, ce qui a pu être géré par l'encadrement de proximité concernant la gestion de la clientèle. Vous savez, on a eu une période où, en reprise d'activité, après le premier déconfinement, il y avait parfois des appréhensions, des craintes des clients.
hein, sur la venue, y compris de personnel, hein, où il pouvait y avoir des craintes sur comment pouvaient être perçues ces personnes, est-ce qu'ils pouvaient être vecteurs de virus ou pas. Donc, il a fallu gérer aussi ce rapport à la clientèle dans un cadre un peu nouveau par rapport à ça. Ça demande des capacités là, managériales qui sont propres, hein. Donc, pour les encadrants de proximité, il a fallu gérer ça en matière d'organisation de travail, en matière, là aussi, ça renvoie à notre premier point, d'écoute, de soutien, de rassurer, hein, les équipes et les personnes RQTH, hein, et y compris d'avoir quelques rappels et quelques, entre guillemets, exigences, hein, vis-à-vis des clients par rapport à d'attitudes qui n'ont pas lieu d'être, hein, quoi. Donc voilà, cette capacité de management qui est là singulière, elle est vraiment à mettre en avant en matière de savoir-faire, de savoir-être, et qui doit être confortée par rapport à ça et mise en lumière, me semble-t-il. Merci Agnès pour ces témoignages. Et du coup, Marilène, tu disais que finalement le rôle de ces encadrants intermédiaires qui avaient été majeurs, avait aussi été mis en avant un peu au détriment des CSE. Est-ce que tu peux nous en dire plus dessus? Effectivement. Alors là, je remonte dans le temps quand on avait finalement travaillé avec l'UNEA en Hauts-de-France sur l'appui à la mise en place et à la construction des protocoles sanitaires, hein, vraiment au début de la pandémie. Et finalement, quand on a travaillé, on avait fait des temps avec la direction, des temps avec l'encadrement intermédiaire et des temps avec les CSE pour essayer de construire ce protocole sanitaire. Et ce qu'on a constaté, mais qui réapparaît vraiment dans ce travail-là, dans le FACT, c'est que les CSE ont été des lieux d'information, mais pas de construction des protocoles sanitaires et de réorganisation, donc des protocoles sanitaires avec toute la dimension mise en place des gestes barrières, hein, mais de réorganisation de l'activité. Et donc ça s'est travaillé, mais grandement, voire parfois exclusivement, avec le management de proximité, la ligne managériale. Alors, pour aller au bout, c'est pas une spécificité là, par contre, de l'entreprise adaptée. On l'a vu dans toutes les entreprises, sauf quand il y avait un grand CSE, des entreprises très structurées qui avaient aussi les moyens d'être support de ça. Sinon, ça a été vraiment travaillé in situ, sur le terrain, avec le management de proximité. Donc là, il n'y a pas vraiment de spécificité, mais la conséquence est la même, c'est que sur cette période, il y a eu une mise en concurrence, qu'on le veuille ou non, hein, de ces deux lignes, hein, parce que entre le top et le down, il y a deux lignes, hein, pour faire circuler l'information et organiser les choses, côté représentant des salariés, donc dialogue social institué, et côté ligne managériale, dialogue professionnel. Donc là, il y a une mise en concurrence dont les CSE ne sortent pas indemnes, mais pas que chez vous, hein. Là, on va le dire dans tout le dialogue social sur la période. Il y a très certainement plein de raisons. Il fallait aller vite, l'inconnu, et il fallait maintenir l'activité. Donc, effectivement, il fallait être en proximité sur le terrain. Là où il y a peut-être des spécificités, c'est comment prendre en compte sur la période les spécificités de l'EA dans les CSE, hein, quand c'est des CSE à périmètre plus large, où il y a de l'entreprise adaptée, de l'ESAT ou d'autres structures du médico-social. Et d'autres éléments, et les collègues vont illustrer, je pense, par les modalités d'animation qu'elles ont mis en œuvre. Moi, je pense que c'est là qu'elles en parlent. C'est le public en entreprise adaptée n'est pas le même qu'en entreprise classique. Et il y a une manière, sans doute, de les associer à ce travail du dialogue social, de les former, et qui doit être spécifique. Et là, je trouve qu'elles ont déployé des outils d'animation globale du REX qui méritent qu'elles en parlent. Justement, Madame Copy, il est posé une question dans le fil de discussion. Est-ce que le CSE est-il là pour co-construire? Moi, je dirais oui. Dans le cadre du dialogue social à la française.
Voilà. Dialogue social à la française fait du CSE un acteur, non pas, il y a des moments d'information, de concertation, de négociation, donc il y a la co-construction. Ça, c'est le dialogue social à la française et je me reporte à la loi et au cadre qui régit le dialogue social. Voilà. Donc, il peut être là, pas tout le temps. Parfois, c'est simplement un rôle d'information, un lieu d'information, mais légalement, il peut être appui à la co-construction, inscrit dans la co-construction. Voilà. C'est pas ma réponse, c'est la réponse légale. Hein. Du coup, quelles sont les conditions favorables selon vous pour être en modalité de co-construction? Peut-être pour aller plus loin dans la question. Alors, je répète, hein, peut-être que la période nécessitait de la réactivité pour le maintien de l'activité, c'est-à-dire aussi, entre autres, il y a des trous dans les organisations productives qui ont eu lieu, que ce soit dans votre secteur ou dans le secteur d'entreprise classique. Et quand il fallait continuer à produire, eh bien, il a fallu combler ces trous. Et ça, on est bien d'accord que ça doit se passer sur le terrain. Mais il n'empêche que pour avoir cette dimension prévention du risque, quel qu'il soit, y compris psychique, y compris aussi penser le futur, parce que vous voyez que notre 5e point, c'est aussi la crise Covid, révélateur de capacités humaines et organisationnelles, à valoriser et à repenser demain, à réutiliser, parce qu'on sait que la crise, quelle que soit l'entreprise, a révélé, je le dis comme ça, à révéler des personnes et leurs compétences et à révéler des capacités de s'organiser, de travailler différentes et qui réinterrogent là aussi le management et toute la ligne hiérarchique. Donc ça, c'est des choses qui se discutent en CSE puisque le rôle du CSE aujourd'hui, c'est la contraction du CHSCT et de l'ancien CE. Il y a une dimension économique et sociale et il y a aussi la prérogative de la prévention des risques. Tout ça, alors, suivant la taille de la structure, on peut faire des commissions, mais parfois, ça se discute avec les acteurs qui sont là-dedans et il y a tous ces éléments qui sont à prendre en compte. Alors, il y a de la formation qui peuvent être pensées, il y a des modes d'animation et de discussion. Alors justement, là, l'espace de discussion où finalement la dimension hiérarchique, ça planifie et ça permet la construction et des regards croisés sur les situations. Tout ça, c'est des outils au service d'eux. Je ne veux pas convaincre, je dis que c'est des expérimentations et des choses qui ont fait leurs preuves. Et juste pour illustrer, ça peut être un exemple d'illustration dans ce cas, une des structures, enfin moi j'ai une des structures qui n'avait pas de CSE parce qu'elle était de taille trop petite, une autre qui avait un CSE mais qui n'était pas géographiquement basée dans la région, donc avec vraiment un éloignement. Et en fait, la démarche a été l'occasion de le partager, un retour d'expérience sur tout ce qui s'est passé dans la période Covid sur le site. Voilà, alors que les représentants du CSE en fait étaient ni du métier ni du lieu. Et finalement, aujourd'hui, les représentants du CSE font partie d'un copil régulier qui se réunit sur le plan d'action, donc qui va finalement au-delà des instances pour lesquelles sont prévues leurs missions. Mais clairement, aujourd'hui, ils sont dans la co-construction des actions mises en place sur le terrain. Mais ça s'est fait en plusieurs mois, en impliquant aussi chacun dans le cadre des partages de retours d'expérience et de la construction. Voilà, c'était juste pour illustrer sur un retour d'expérience de l'action collective. Les remarques qu'il y a dans le chat depuis des discussions sont très intéressantes. Je ne sais pas si vous les regardez en allant. Et on est bien d'accord. Vous avez vu, pas toujours évident de les associer de manière anticipée sur la période, leur éloignement de l'entreprise. Là, on sait que ce qui s'est développé, c'est les CSE en visio. Alors là, il y en a eu. Ça, finalement, on a tous, vous voyez, on en est là aujourd'hui. On a tous appris de la visio, y compris l'utiliser avec discrétion aussi, et l'utiliser différemment. Et il y a eu de l'apprentissage qui s'est fait sur la période. Et il y en a eu beaucoup des CSE en visio, et parfois des CSE beaucoup plus courts, mais beaucoup plus opérationnels. Ça a été une évolution. Alors, on peut dire, est-ce que c'était des CSE extraordinaires ? Je pense que bien souvent, ça ne s'est pas qualifié comme ça. Ça s'est organisé. Dans une situation de crise, quelqu'un dit on ne peut pas anticiper. Une situation de crise, on ne peut pas anticiper, je dirais, bémol, oui et non. Parce qu'on sait très bien que la crise, on l'a gérée aussi en fonction de notre background antérieur. Tous.
Je veux dire, la crise nous a, surpris tous. Hein. Il y a eu un effet d'inattendu, de sidération, mais il n'empêche que, et on le voit bien, quelle que soit la structure, ordinaire par ordinaire, dans un secteur ou d'un autre, ça a été géré en fonction, sans être déterministe, d'une trajectoire antérieure, des capacités, des compétences construites, des modes de management, tout ça. Donc, OK, ça nous a surpris, il y a eu beaucoup d'incertitudes, mais justement, pour faire face à cette incertitude, il a bien fallu qu'on mobilise les ressources dont on disposait. Voilà. Peut-être un témoignage là aussi. Je vois qu'un des participants relève l'importance, le rôle des acteurs qui peuvent être des acteurs externes, hein, internes ou externes. Là, ils étaient externes à travers la médecine du travail. Pour illustrer justement qu'est-ce qu'on met et qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce terme de co-construction, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire dans une entreprise adaptée? Alors, j'ai un petit témoignage par rapport à l'accompagnement, là aussi toujours à Epsoms, service espace vert. Bah, il témoigne que certes, ça renvoie à ce que disait Marilène, hein, on est dans des pratiques de CSE plutôt qui se cantonnaient à de l'information, mais quand même, l'information, elle a pris une tournure importante dans le contexte sur l'information et l'appropriation des gestes barrières. Le CSE extraordinaire qui s'est fait avec la médecine du travail, il a été évoqué et pointé par les élus eux-mêmes, hein, du CSE comme un CSE important qui a permis cette approche-là, d'appropriation et de discussion sur les gestes barrières et qui a permis au CSE, et là singulièrement aux élus, avec ce qu'ils étaient, de pouvoir relayer, hein, auprès des collaborateurs, hein, et des personnels, ce qu'il y avait à faire et d'être aussi des intermédiaires par rapport à ça. Donc vous voyez, question, est-ce que ça c'est de la co-construction ou pas? On peut se poser la question. En tout cas, c'est une des dimensions qui a permis d'avancer par un rôle là du CSE sur cet aspect. Il n'empêche qu'au bout, et plus globalement, là où la place du CSE est parfois réinterrogée, mais on ne va peut-être pas au bout de cette réflexion, mais ce n'est pas typique aux entreprises adaptées, hein, comme le disait Marilène, hein, c'est plus largement dans l'ensemble des entreprises. On ne fait pas le lien, par exemple, il n'a pas été fait le lien entre la manière dont les CSE peuvent être associés, impliqués, par exemple, quand il y a un projet de déménagement. Et il y en avait un, voilà, à Epsoms. Donc, n'est pas naturellement fait le lien avec le fait que le CSE peut être un acteur impliqué sur ce projet de déménagement, hein, pour organiser, planifier les choses, faire le suivi. Et ça apparaît pas comme quelque chose de naturel. Et particulièrement posé dans les EA, les modalités, la place et la formation des élus du CSE à pouvoir s'emparer d'un fonctionnement et de mission, hein, de CSE. Quelque part, il faut mettre en œuvre, si vous me permettez l'expression, on est dans des EA où il y a besoin de CSE inclusifs. Il faut adapter le fonctionnement du CSE à des CSE inclusifs. Ça veut dire que adapter la formation des élus, hein, on a utilisé, Assia et moi, effectivement, des outils qui permettent à la fois aux personnes RQTH qui peuvent être eux-mêmes élus du personnel, bien sûr, et fort heureusement, hein, de pouvoir s'emparer de leur mission. Donc, il faut des outils adaptés qui soient plus tournés vers des modalités illustratives qui permettent de s'emparer des contenus. Il faut adapter les modes d'animation d'un CSE. Comment on préside un CSE dans une entreprise adaptée? Il y a des choses qui aussi peut-être spécifiquement peuvent être mises en main, hein, de la part des animateurs et là singulièrement des parties direction sur comment animer et faire fonctionner le CSE. Voilà, donc on a pu, y compris notamment mettre en œuvre, moi j'ai utilisé un petit quiz qui a été fort utile, hein, qui a été un quiz collectif sur ce qu'aurait pu faire le CSE,
au regard du vécu, que ce soit la période Covid ou cette période ou cette mise en œuvre du projet de déménagement qui, pour l'instant, avait complètement échappé au CSE. Il y a des choses sans doute à élaborer et à mettre en œuvre pour aider les EA, à la fois l'ensemble de l'entreprise, direction comme élu du personnel, à s'emparer de leur CSE de bonne manière, quoi. Je reprends la balle au bon, Agnès, parce que je vois que le temps passe, oui. 5 minutes. Pour dire qu'on a essayé aussi dans le petit document de capitalisation qu'on vous diffusera après la réunion, on a essayé de présenter aussi quelques outils très pratico-pratiques qui ont été utilisés par Assia et par Agnès pour inciter les collaborateurs à s'exprimer et pour animer les réunions. Donc il y a certains outils qui sont très, je trouve, intéressants à se réapproprier dans le cadre des entreprises adaptées pour favoriser le dialogue en interne. Et dans les préconisations à la suite, effectivement, on revient aussi sur la question de la formation et de l'adaptation des formations des représentants, qui sont quand même aussi parfois, les formations ne sont pas toujours adaptées et du coup, les représentants n'ont pas toujours de facilité à endosser le rôle de représentant des salariés. Et donc, Marielle, je te laisse 1 minute pour le dernier point. Le dernier point est essentiel, 1 minute, mais il faut l'évoquer, c'est que finalement, la crise, c'est facteur d'incertitude. Et donc, c'est pour rebondir aussi sur la remarque tout à l'heure, sur pas toujours évident, il y a de l'incertitude. Mais justement, cette incertitude a été facteur aussi de nouveau. Il y a des gens qui se sont révélés, des personnes, des organisations qui se sont révélées, y compris parce que c'est souvent aussi le cas face à l'incertitude, il faut innover, il faut être un peu disruptif, et ça a été une occasion. Et les trous dans la raquette, je dirais, parfois quand il y avait des postes vacants, ça a été aussi un moment permis de redessiner un petit peu les contours de l'organisation et la place de chacun. Donc, cette période, elle a permis à des personnes de se révéler, de faire émerger des savoirs, des compétences qui étaient en sourdine parce que l'organisation n'avait pas permis de les mettre de les utiliser et de les révéler. Et de la même manière d'innover sur les choix d'organisation. La question qui se pose, et ça s'est produit chez vous, mais ça s'est produit partout. La question qui se pose, c'est post-pandémie, puisqu'on y est revenu, qu'est-ce qu'on garde de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces savoirs révélés, qui ont créé aussi des attentes, qui ont créé du potentiel pour les entreprises et effectivement pour la création de valeur d'une entreprise, d'une valeur économique, mais aussi pour la question du sens au travail. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que finalement, au sortir de la pandémie, du plus gros où chacun est revenu à son poste, eh bien chacun est retourné à son poste, et qu'on a fait fi, qu'on n'a pas valorisé, on a valorisé le temps de la pandémie, ses compétences et ses savoirs utiles pour tous et pour faire fonctionner la boutique. Qu'est-ce qu'on en a fait après? Et qu'est-ce que ça peut créer comme aujourd'hui comme insatisfaction, ou finalement perte de sens, parce que la période finalement était très motivante pour beaucoup. Waouh! Et qu'est-ce qu'on en a fait? Mais ça, c'est une question que vous pouvez vous poser, mais que toute entreprise, toute structure peut se poser aujourd'hui. Voilà. Et je crois que là, il y a du travail à faire. Et peut-être que dans votre secteur, ce qu'on peut y voir, c'est que finalement, ça a révélé des compétences cognitives de certains qu'on n'avait même pas imaginées, plus qu'ailleurs. Voilà. Mais je pense que c'est important d'accorder plus d'1 minute. Deux, c'était bien. Merci. Alors, Assia et Agnès, si vous aviez un petit exemple très rapide. Oui, moi j'en ai un très rapide, je me permets, Assia. J'ai en tête le témoignage d'un ouvrier espace vert de l'atelier de Montmorency qui faisait part, donc en réunion, en échange avec nous dans le cadre de la réunion, qu'il y a eu des difficultés d'approvisionnement de matériel et de maintenance de matériel pendant toute cette période Covid. Et ben, par la force des choses, il a dû se mettre à la maintenance de matériel et à la maintenance des tondeuses. Et donc, il a, par ce biais-là, monté en compétence, j'ai un peu envie de dire. Et il était y compris très, très fier de témoigner auprès de ses collègues que les autres ouvriers lui font confiance désormais sur cet aspect. Et ils savent qu'ils peuvent lui confier la machine, quoi, la machine à maintenir et voire à réparer, quoi. Voilà, petit exemple.
Moi, juste un exemple très court aussi, c'est, je pense, la structure B2L. Je pense que ça a été une prise de conscience aussi des capacités humaines et organisationnelles, y compris pour les dirigeants, de repenser complètement le positionnement de leur entreprise et de se dire, bah, la société, elle évolue et on veut vraiment avoir un sens au travail fort pour nos équipes et comment on se réinvente. Et donc là, depuis, ils ont développé une nouvelle activité qui est activité de maison d'édition, avec aussi des questionnements forts sur le lien managérial, le développement des compétences. C'est vraiment cette prise de conscience qu'il faut que l'entreprise, elle évolue également avec les évolutions de la société pour garder ce sens au travail pour les équipes. Donc, de faire des évolutions vraiment de positionnement d'entreprise. Donc, c'est à tous les niveaux cette notion de capacité humaine et organisationnelle. Ok, merci. Alors, on a vraiment essayé de façon très rapide de vous synthétiser un travail qui a été mené quand même sur 2 ans, hein, donc c'est compliqué. Et l'objectif, c'est aussi de vous donner envie, d'une part, d'aller voir le document de capitalisation, voire de solliciter des accompagnements externes qui ont été très appréciés, hein, les interventions d'Agnès et de Assia ont permis de prendre du recul et puis peut-être de voir aussi des choses qu'on ne voit pas quand on est le nez dans le guidon dans les entreprises. Donc merci en tout cas d'avoir joué le jeu de présenter ça de façon synthétique. J'avais rajouté quelques petits slides que je vais commenter rapidement, mais c'est un peu du coup les pistes d'action qu'on peut sortir de ce type de démarche, nous, en tant que tête de réseau d'entreprises adaptées. Donc, plusieurs pistes ont déjà un peu été évoquées, donc je vais aller très rapidement. On a parlé de renforcer la prise en compte du rôle spécifique des encadrants de proximité dans les entreprises adaptées. Donc, sachez qu'on travaille au sein de l'UNEA actuellement à la création d'un titre RNCP spécifique sur le métier d'encadrant de proximité en entreprise adaptée, ce qui devrait contribuer pour nous à une vraie reconnaissance de ce métier qui, comme le disait Marilène, combine différentes compétences à la fois économiques mais aussi sociales et qui parfois sont peu reconnues parce qu'on recrute aussi des gens qui viennent parfois d'entreprises dites classiques et qui n'ont pas forcément bien endossé le rôle d'un encadrant spécifique en EA ou inversement. Donc, en tout cas, on travaille, nous, sur cette notion de reconnaissance de ces compétences spécifiques. Deuxième piste de réflexion, c'est de travailler sur l'organisation de la représentation des salariés en EA. On a aussi beaucoup discuté de la place du CSE dans les entreprises adaptées et notamment la représentation des EA dans des CSE qui sont plus larges, qui sont rattachés à des grosses structures médico-sociales dans lesquelles on retrouve parfois de façon insuffisante la représentation des salariés des EA, qui sont finalement représentés par des salariés qui sont du secteur médico-social. Donc ça, c'est peut-être un axe de réflexion aussi pour voir comment mieux organiser le dialogue social à l'échelle de l'EA lorsque on a affaire à un CSE plus central. Troisième piste de réflexion, c'est sur la notion de formation. On parlait dans le chat là, du CSE inclusif. C'est vrai qu'on a été beaucoup confrontés à la difficulté de faire exprimer finalement les représentants des salariés. Parfois, même, je pense que les méthodes d'animation, Assia et Agnès, vous avez dû faire preuve d'innovation aussi dans la façon d'animer vos réunions. Et je pense qu'on a le même problème en CSE, en EA parfois, où les représentants qui sont eux-mêmes en situation de handicap ont du mal à endosser leur rôle. Et ce qui pose la question réellement de la formation. Je pense qu'aujourd'hui, il n'existe pas de formation adaptée sur la prise en main du rôle de représentant de salariés dans un CSE. Donc, c'est aussi une piste de réflexion pour l'avenir. Et puis, enfin, Marilène a aussi exposé la difficulté, finalement, de mettre en évidence la spécificité des EA et la façon dont elles accompagnent leurs salariés. On a eu beaucoup de mal quand même à faire exprimer et à identifier ce qui vous différencie, finalement, d'autres entreprises classiques. Et ce qui ouvre un vaste champ de travail sur comment on capitalise tout ce que vous faites très bien, mais que vous avez du mal à valoriser. Donc ça, c'est un champ aussi de travail pour l'avenir, dans un contexte où nous, en tant qu'UNEA, on doit aussi défendre constamment le modèle d'entreprise adapté auprès du ministère du Travail. L'enjeu de vraiment montrer en quoi vous êtes différent
d'une organisation classique, en quoi et comment vous arrivez à adapter le management, l'organisation du travail par rapport aux difficultés rencontrées par certains salariés, c'est vraiment un enjeu pour moi d'avenir dans les mois et années qui viennent. Donc c'est aussi une piste d'action que moi je retiens fortement de la démarche qu'on a menée collectivement sur nos territoires. Pas de questions, Fabienne et Viviane, vous n'avez pas relevé de questions? Non. Réactions? Quelques réactions qu'on a traitées, mais... Ok. Et donc, pour finir, juste un petit slide qui présente le document qu'on a publié, qui est en ligne sur notre site internet, qui a été coécrit avec les ARACT et avec les 2 consultantes, qu'on vous enverra à l'issue de cette réunion. Et on vous invite à nous recontacter si vous avez des questionnements ou un intérêt pour travailler sur ces sujets du dialogue social, de l'organisation du travail, du management avec l'UNEA. Mes 2 collègues Fabienne et Viviane sont présentes et donc représentent leur territoire aujourd'hui, mais on a aussi donc les autres collègues qui sont tout à fait au courant de la démarche. Et donc, on est toujours preneur aussi de collaboration avec l'ANACT et les ARACT sur ces sujets, qui sont des sujets importants, quand on voit les difficultés de recrutement aujourd'hui et de maintien dans l'emploi. On se dit que les conditions de travail sont l'une des clés à activer pour pouvoir être attractif et garder nos salariés. Il faut qu'on les chouchoute. La fidélisation. La fidélisation, tout à fait. Donc, s'il n'y a pas de questions, je remercie encore une fois les intervenantes pour leur contribution. On met aujourd'hui un point final à une aventure collective. C'est vrai qu'on a travaillé pendant 2 ans d'arrache-pied sur ce projet. Et ce Zoom, c'est un peu notre point final, mais on espère pouvoir travailler ensemble sur d'autres sujets. Un accouchement naturel, hein. Pas du tout au forceps. Merci à tous les participants de nous avoir écoutés. On reste à votre disposition pour continuer à échanger sur ces sujets. Merci à vous et bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Bonne journée à toutes et tous.